Dans les archives poussiéreuses du tribunal de la Nouvelle-Orléans, on trouve mention d'un mariage célébré en 1857 entre une héritière de plantation et un homme dont l'acte de naissance avait été falsifié 6 mois plus tôt. Ce que ces documents ne révèlent pas, c'est que cet homme avait été acheté comme esclave 13 ans auparavant, ni ce qui s'était réellement passé dans la plantation Belmont durant l'hiver de 1856. Avant de plonger dans cette histoire qui a hanté les bayous de Louisiane pendant des décennies, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Ces récits oubliés méritent d'être partagés. L'automne de 1856 touchait à sa fin dans les terres humides de Louisiane, entre le fleuve Mississippi et les marécages qui dévoraient lentement la civilisation. La région vivait une époque de tensions croissantes. Les plantations de coton prospéraient grâce à un système qui reposait sur l'asservissement de milliers d'hommes et de femmes, tandis que les débats sur l'abolition déchiraient le pays. Dans les salons de la Nouvelle-Orléans, on parlait à voix basse de John Brown et de ses raids sanglants. Les planteurs dormaient mal, le fusil chargé près du lit. La plantation Belmont s'étendait sur près de 2000 hectares de terre fertile à 3 heures de cheval de la Nouvelle-Orléans. Établie en 1792 par la famille Beauregard, elle avait connu des jours glorieux avant de péricliter lentement. Les bâtiments principaux formaient un ensemble imposant mais vétuste. La grande maison de maître se dressant au centre d'une allée bordée de chênes séculaires drapés de mousse espagnole. Derrière s'alignaient les cases des esclaves, les entrepôts, les ateliers, la sucrerie désaffectée, et plus loin encore les cabanes des contremaîtres. Édouard Beauregard, le patriarche, était mort en 1849 d'une fièvre qu'il avait consumée en 3 jours. Sa veuve, Margot Beauregard, née Deslauriers, une femme aux traits durs et au regard métallique, avait repris les rênes de l'exploitation avec une détermination inflexible. Elle dirigeait seule la plantation avec l'aide de 3 contremaîtres brutaux dont la réputation dépassait les limites de la propriété. On murmurait dans les paroisses voisines que les esclaves de Belmont travaillaient jusqu'à l'épuisement, que les châtiments y étaient d'une cruauté rare, que les disparitions n'étaient pas rares. Margot avait un fils unique, décédé à l'âge de 16 ans d'une chute de cheval en 1843, et une fille, Céleste. Cette dernière, née en 1834, avait grandi dans l'isolement presque total de la plantation. Sa mère, obsédée par la rentabilité de Belmont et rongée par une amertume que personne ne comprenait vraiment, n'avait jamais manifesté la moindre tendresse envers sa fille. Céleste vivait confinée dans les étages supérieurs de la demeure, sous la surveillance d'une gouvernante aussi âgée que sévère, Madame Villeneuve, qui lui enseignait le français, la musique et les bonnes manières avec une rigueur monastique. Les journées de Céleste suivaient un rituel immuable. Levée à 6 heures du matin, toilette stricte, petit déjeuner silencieux dans sa chambre, leçon de 8 heures à midi, repas solitaire, broderie ou lecture jusqu'à 16 heures, promenade surveillée dans le jardin clos derrière la maison, puis retour dans sa chambre jusqu'au dîner qu'elle prenait seule à 18 heures. Elle ne voyait sa mère que le dimanche, lors d'un déjeuner glacial où pas un mot affectueux n'était jamais prononcé. Margot observait sa fille avec une expression indéchiffrable, un mélange de dégoût et de résignation, comme si Céleste représentait un fardeau qu'elle devait supporter sans pouvoir s'en débarrasser. À 22 ans, en cet automne de 1856, Céleste était devenue une jeune femme d'une beauté particulière. Ses cheveux noirs encadraient un visage aux traits délicats mais marqué par une tristesse profonde. Ses yeux gris-bleu semblaient constamment chercher quelque chose au-delà des murs qui l'emprisonnaient. Sa peau, privée de soleil, avait la pâleur de la porcelaine. Elle était mince, presque fragile, et sa voix, si rare qu'elle parlait, portait une douceur inhabituelle dans cet environnement brutal. La plantation comptait 147 esclaves en 1856. Ils travaillaient dans les champs de coton, les potagers, les cuisines, les écuries, les ateliers de menuiserie et de forge. Leurs conditions de vie étaient parmi les plus dures de la région.
Les rations étaient insuffisantes, les cabanes surpeuplées, les vêtements rarement renouvelés. Les trois contremaîtres, Silas Carpenter, un homme roux au visage grêlé, Tobias Reed, une brute épaisse au regard torve, et Marcus Pelletier, un créole au tempérament sadique, appliquaient les ordres de Margot avec un zèle qui dépassait parfois ses instructions. Le fouet résonnait régulièrement depuis l'aube jusqu'au crépuscule. Parmi ces hommes et ces femmes réduits en esclavage vivait un individu dont la présence ne pouvait passer inaperçue. On l'appelait simplement Samuel. Il avait été acheté en 1843 lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans, alors qu'il n'était qu'un adolescent d'environ 13 ans. Les registres de la plantation indiquaient qu'il provenait d'une plantation du Mississippi qui avait fait faillite. Aucune autre information sur ses origines n'existait. Pas de nom de famille, pas de lieu de naissance, pas de mention de parents. Il était arrivé enchaîné, silencieux, le regard vide. Ce qui frappait immédiatement chez Samuel, c'était sa taille. À 26 ans, en 1856, il mesurait près de 2 mètres, une stature exceptionnelle pour l'époque. Sa carrure était proportionnelle, épaules larges, bras puissants, jambes comme des troncs d'arbres. Malgré les privations et le travail épuisant, son corps conservait une force impressionnante. Ses traits étaient réguliers, son visage sévère mais non dépourvu d'une certaine noblesse. Ses yeux noirs ne trahissaient aucune émotion. Il ne souriait jamais. Il parlait rarement, et toujours d'une voix grave et posée. Les autres esclaves le respectaient et le craignaient un peu, car sa force physique aurait pu être terrifiante, mais il ne l'utilisait jamais contre eux. Les contremaîtres, eux, le détestaient précisément pour cette retenue, cette dignité silencieuse qu'il ne parvenait pas à briser complètement. Samuel avait été fouetté de nombreuses fois au cours des 13 années passées à Belmont. Son dos portait les cicatrices entrelacées de dizaines de punitions. Pourtant, il ne se révoltait jamais ouvertement. Il obéissait aux ordres, accomplissait les tâches les plus dures sans se plaindre, endurait les humiliations avec un stoïcisme qui exaspérait ses bourreaux. Certains disaient qu'il était brisé intérieurement, que son esprit avait fui quelque part où les souffrances ne pouvaient l'atteindre. D'autres murmuraient qu'il attendait quelque chose, qu'il observait, qu'il conservait une partie de lui-même hors d'atteinte, prête à ressurgir le moment venu. Tout commença par un regard. C'était un matin de novembre. L'air était chargé de cette humidité poisseuse typique des bayous. Céleste effectuait sa promenade quotidienne dans le jardin clos, accompagnée comme toujours par Madame Villeneuve, qui marchait 3 pas derrière elle, un châle noir sur les épaules, surveillant chaque geste de sa protégée avec une vigilance de geôlière. Le jardin, autrefois magnifique, était devenu sauvage. Les roses grimpantes étouffant les balustrades, les allées envahies de mauvaises herbes, les statues rongées par la mousse. De l'autre côté du mur d'enceinte, à environ 50 mètres, se trouvait l'atelier de menuiserie où Samuel travaillait ce jour-là, réparant des caisses destinées au transport du coton. Le mur n'était pas très haut, environ 2,50 mètres, et par endroits, la végétation l'avait partiellement écroulé, laissant des interstices par lesquels on pouvait voir de part et d'autre. Céleste, comme souvent lors de ses promenades, laissait son regard errer au-delà des limites de son enclos. Elle observait les nuages, les oiseaux, les arbres au loin, tout ce qui appartenait au monde extérieur dont elle était exclue. Ce matin-là, son attention fut attirée par un mouvement près de l'atelier. Samuel était sorti pour prendre des planches empilées contre le mur extérieur. Il se déplaçait avec cette économie de gestes propres à ceux qui ont appris à ne jamais gaspiller leur énergie. Céleste le vit soulever sans effort apparent une charge que 2 hommes auraient eu du mal à porter. Quelque chose dans la manière dont il se mouvait, cette combinaison de force et de contrôle, captiva la jeune femme. Elle s'arrêta, oubliant de feindre l'indifférence. Samuel, sentant peut-être un regard posé sur lui, leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers les trous du mur, par-dessus les ronces et les pierres effondrées. Ce ne fut qu'une seconde, peut-être 2. Puis Samuel baissa les yeux et retourna à sa tâche.
Céleste, le cœur battant sans comprendre pourquoi, détourna précipitamment la tête. Madame Villeneuve n'avait rien remarqué. Elle contemplait une rose fanée avec dégoût, se demandant pourquoi Madame Beauregard laissait ce jardin se dégrader ainsi. Céleste n'aurait su dire ce qui l'avait troublée dans ce bref échange. Ce n'était pas la première fois qu'elle apercevait des esclaves depuis son jardin, bien que la plupart travaillaient dans des zones plus éloignées de la grande maison. Mais ce regard, cet instant de connexion silencieuse avec un être humain autre que sa gouvernante ou sa mère distante, avait provoqué en elle un émoi qu'elle ne connaissait pas. Pour la première fois depuis des années, elle avait eu l'impression que quelqu'un la voyait vraiment, elle, Céleste, et non pas simplement la fille de Margot Beauregard ou un objet de décoration à préserver. Les jours suivants, elle se surprit à chercher des prétextes pour s'approcher du côté du jardin qui donnait sur l'atelier. Elle ne voyait pas toujours Samuel, mais quand il était là, elle ne pouvait s'empêcher de l'observer. Ses mouvements, sa concentration, cette intensité silencieuse qui émanait de lui, tout cela exerçait sur elle une fascination grandissante. Elle commença à remarquer des détails. La manière dont il essuyait la sueur de son front avec son avant-bras, la façon dont ses mains, malgré leur taille, manipulaient les outils avec précision, l'expression de son visage lorsqu'il croyait que personne ne le regardait, une tristesse infinie mêlée à une détermination farouche. Samuel, de son côté, avait également remarqué la jeune femme blanche qui se promenait dans le jardin clos. Il savait qui elle était, bien sûr. Tout le monde à Belmont connaissait l'existence de Céleste, même si peu l'avaient vue de près. On disait qu'elle était prisonnière de sa propre mère, que Margot Beauregard la gardait enfermée pour des raisons que personne ne comprenait vraiment. Certains murmuraient que c'était par crainte qu'elle ne s'enfuit, d'autres que c'était par pure cruauté, une vengeance contre le monde entier pour les malheurs qui avaient frappé la famille. Quand leurs regards s'étaient croisés ce matin de novembre, Samuel avait ressenti quelque chose qu'il croyait avoir définitivement perdu. Un sursaut de curiosité pour un autre être humain. Depuis 13 ans, il s'était construit une carapace mentale, transformant chaque journée en une suite d'actions mécaniques destinées à survivre. Il ne pensait plus, ne ressentait plus, existait simplement dans un état de suspension permanente entre la vie et la mort. Mais ce regard, ses yeux gris-bleus où il avait lu une solitude semblable à la sienne, avait fissuré quelque chose en lui. Il se mit, sans se l'avouer, à espérer les moments où il travaillerait près du jardin. Il la cherchait du regard, rapidement, furtivement, toujours en s'assurant que les contremaîtres ne remarquaient rien. Lever les yeux vers la maison du maître était un crime passible du fouet, mais il ne pouvait s'en empêcher. Elle représentait une énigme, un mystère qui éveillait en lui des questions qu'il n'avait plus posées depuis des années. Qui était-elle vraiment? Pourquoi semblait-elle aussi prisonnière que lui? Que lisait-il dans ses yeux lorsqu'elle le regardait? Un après-midi de décembre, alors que le ciel était lourd de nuages gris et que l'air sentait la pluie imminente, Céleste prit une décision qui allait changer le cours de sa vie et de celle de Samuel. Elle avait passé la matinée à broder un mouchoir avec une application féroce, l'esprit ailleurs, pensant au géant silencieux qu'elle observait depuis des semaines. Une idée folle avait germé en elle, une idée si audacieuse, si dangereuse, qu'elle en tremblait. Mais la perspective de continuer à vivre comme elle le faisait, dans ce vide affectif et cette solitude étouffante, lui était devenue insupportable. Ce jour-là, Madame Villeneuve souffrait d'une migraine, Céleste, feignant l'inquiétude, avait insisté pour que sa gouvernante se repose, promettant de rester sagement dans sa chambre. La vieille femme, épuisée, avait accepté à contre-cœur, non sans avoir verrouillé la porte de l'extérieur, une précaution habituelle. Mais Céleste, au cours des années, avait appris à crocheter cette serrure rudimentaire avec une épingle à cheveux. Dès que les pas de Madame Villeneuve se furent éloignés dans le couloir, la jeune femme entreprit de s'évader de sa chambre. Elle descendit l'escalier de service, empruntant des couloirs qu'elle connaissait peu, le cœur battant à tout rompre.
La grande maison était silencieuse à cette heure, sa mère étant partie inspecter les champs avec les contremaîtres. Les domestiques travaillaient dans les cuisines ou les dépendances. Céleste atteignit une porte latérale qui donnait sur l'arrière de la propriété et se glissa dehors. L'air libre, même chargé d'humidité et de menaces d'orage, lui parut délicieux. Elle n'avait pas quitté l'enceinte de la maison et du jardin clos depuis des années. Ses jambes tremblaient, autant d'excitation que de peur. Elle longea le mur extérieur du jardin, cherchant l'endroit où les pierres s'étaient effondrées et où la vue sur l'atelier était la meilleure. Lorsqu'elle arriva près de la brèche, elle entendit le bruit régulier d'une scie. Samuel était là, seul dans l'atelier, penché sur un établi. Céleste s'approcha, retenant son souffle. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire, mais elle devait lui parler. Elle devait briser ce silence, établir un contact réel, ne serait-ce qu'une fois. « Monsieur » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Samuel se figea. Pendant un instant, il ne bougea pas, comme s'il n'était pas certain d'avoir entendu quelque chose. Puis, lentement, il se redressa et tourna la tête vers la brèche dans le mur. Il vit Céleste, debout de l'autre côté, agrippée aux pierres, le visage pâle, les yeux agrandis par l'audace de son geste. Il jeta un coup d'œil rapide autour de lui, vérifiant que personne n'était en vue, puis s'approcha du mur à pas lents, comme on s'approche d'un animal blessé qu'on ne veut pas effrayer. « Mademoiselle, dit-il à voix basse, vous ne devriez pas être ici. Si on vous voit... » « Je sais, coupa Céleste, mais il fallait que je vous parle. Je vous observe depuis des semaines. Je ne peux plus continuer à vivre comme je vis. » Samuel fronça les sourcils décontenancé. « Mademoiselle, je ne comprends pas. Appelez-moi Céleste, s'il vous plaît. Mon nom est Céleste. » Un silence lourd s'installa entre eux. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, ponctuant le sol poussiéreux autour d'eux. « Vous ne pouvez pas être ici, » répéta Samuel, mais sa voix avait perdu de sa fermeté. Il y avait dans le regard de cette jeune femme quelque chose qui le déstabilisait profondément. Une vulnérabilité mêlée à une détermination farouche. « Je suis prisonnière dans cette maison depuis que j'ai 8 ans, » dit Céleste rapidement, comme si elle craignait de ne pas avoir le temps de tout dire. « Ma mère me garde enfermée. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu d'amis, jamais connu la moindre tendresse. Je vis dans une cage dorée où chaque journée ressemble à la précédente. Et vous êtes la première personne qui m'ait regardé comme si j'existais vraiment. » Samuel baissa les yeux, troublé. « Je suis un esclave, mademoiselle Céleste. Vous êtes la fille du maître. Nous ne pouvons pas... Je sais ce que nous sommes censés être l'un pour l'autre. Mais nous sommes aussi 2 êtres humains qui souffrent, n'est-ce pas ?» La pluie tombait plus fort maintenant, trempant leurs vêtements. Samuel savait qu'il devait partir, retourner à son travail, oublier cette conversation insensée. Mais il ne bougeait pas. Les mots de Céleste résonnaient en lui, réveillant des émotions qu'il avait enfouies depuis si longtemps qu'il les croyait mortes. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il finalement. « Je veux que nous parlions, que nous nous connaissions. Je veux savoir qui vous êtes. » Cette première conversation clandestine fut suivie de nombreuses autres au cours des semaines suivantes. Céleste apprit à repérer les moments où Madame Villeneuve s'assoupissait ou s'absentait, et elle profitait de ces instants pour s'échapper vers la brèche dans le mur. Samuel, de son côté, organisait son travail de manière à se trouver près de l'atelier aux heures où il pensait pouvoir la voir. Leur rencontre durait rarement plus de quelques minutes, toujours dans la tension constante d'être découverts, mais ces minutes devinrent l'essence même de leur existence. Ils parlaient à voix basse, séparés par le mur de pierre, échangeant des fragments de leur vie respective. Céleste découvrit que Samuel ne se souvenait presque pas de son enfance avant Belmont. Il avait des images floues, une femme qui pourrait avoir été sa mère, une cabane quelque part, des champs à perte de vue, puis une vente, des chaînes, un voyage. Tout s'était effacé dans une brume de douleur et de survie. Il ne savait pas lire, bien qu'il eût appris à reconnaître quelques mots à force d'observer les étiquettes et les instructions écrites.
Il ne savait pas quel âge il avait exactement. Il estimait avoir environ 26 ans, mais ce n'était qu'une supposition. Samuel, lui, apprit que Céleste était née à Belmont, que son enfance avait été relativement normale jusqu'à la mort de son frère. Après cet événement, quelque chose s'était brisé chez Margot. Elle avait éloigné sa fille, l'avait isolée du monde, imposant des règles de plus en plus strictes. Céleste ne comprenait pas pourquoi. Elle avait parfois l'impression que sa mère la punissait pour un crime qu'elle n'avait pas commis, ou peut-être simplement pour exister. Au fil de leur conversation, une intimité étrange se développa entre eux. Ils parlaient de leurs rêves, de ce qu'ils feraient s'ils étaient libres. Céleste imaginait voyager, voir Paris, Rome, découvrir le monde qu'elle ne connaissait que par les livres. Samuel, lui, rêvait de choses plus simples. Posséder un lopin de terre, construire une maison de ses mains, vivre sans crainte du fouet, sans avoir à baisser les yeux devant quiconque. Puis, progressivement, leurs échanges prirent une tournure plus personnelle. Céleste avoua qu'elle ne s'était jamais sentie aussi vivante que depuis qu'elle lui parlait. Samuel admit qu'elle avait réveillé en lui des sentiments qu'il croyait avoir perdus pour toujours. Ils commencèrent à se toucher à travers les interstices du mur, leurs doigts se frôlant, leurs mains se serrant brièvement avant de se séparer. Un après-midi de janvier 1857, alors que le froid inhabituel pour la région faisait frissonner Céleste malgré son châle, elle prononça les mots qui allaient tout changer. « Samuel, dit-elle, la voix tremblante, je crois que je vous aime. » Le silence qui suivit fut si long qu'elle crut avoir commis une terrible erreur. Puis Samuel passa sa main à travers la brèche et prit doucement celle de Céleste. « Je ne sais pas ce qu'est l'amour, dit-il lentement. On ne m'a jamais appris, mais je sais que vous êtes la seule raison pour laquelle je me réveille chaque matin. Je sais que l'idée de ne plus vous voir me terrifierait plus que n'importe quel châtiment. Si c'est cela, l'amour, alors oui, je vous aime aussi. » Céleste sentit les larmes couler sur ses joues. « Nous devons partir d'ici, ensemble. Nous devons nous enfuir. » Samuel secoua la tête. « C'est impossible. Ils nous traqueraient. Les patrouilles, les chasseurs d'esclaves. Ils nous retrouveraient. Et même si par miracle nous échappions, où irions-nous? Je suis un esclave en fuite. Vous êtes une femme blanche. Personne ne nous aiderait. Alors nous devons trouver un autre moyen. » La détermination dans la voix de Céleste était totale. Ce fut Céleste qui conçut le plan. Durant les jours suivants, elle réfléchit avec une intensité féroce, examinant chaque angle, chaque possibilité. Elle avait accès à la bibliothèque de la maison, une pièce poussiéreuse où personne n'allait jamais, remplie de livres que son père avait collectionnés. Elle y passa ses après-midi, prétendant lire des romans. Mais en réalité, elle étudiait des ouvrages juridiques, des codes, des traités sur les lois de la Louisiane. Elle découvrit une information cruciale. Les affranchissements d'esclaves, bien que rares et soumis à de nombreuses restrictions, étaient possibles. Un propriétaire pouvait, par acte notarié, libérer un esclave. Mais cela nécessitait l'accord du propriétaire, en l'occurrence sa mère, ce qui était impensable. Cependant, elle trouva une autre faille dans la loi. Si un esclave pouvait prouver qu'il était né libre et avait été réduit en esclavage illégalement, il pouvait demander sa liberté devant un tribunal. Le problème était la preuve. Les registres de naissance des esclaves étaient inexistants ou falsifiés. Mais Céleste se souvint d'avoir entendu sa mère mentionner, des années auparavant, que certains documents administratifs de la plantation avaient été conservés de manière chaotique, notamment lors de la transition après la mort de son père. Il y avait peut-être, quelque part dans les archives de Belmont, des contradictions, des erreurs qu'elle pourrait exploiter. Elle partagea son idée avec Samuel lors de leur rencontre suivante. « C'est trop dangereux, protesta-t-il. Si vous êtes prise en train de fouiller dans les affaires de votre mère, je suis déjà en train de risquer ma vie en vous parlant, » coupa Céleste. « Mais je ne peux pas continuer comme ça. Je préfère mourir en tentant de vivre que survivre dans cette prison. » Samuel la regarda longuement. « Et moi,
Si votre plan échoue, je serai vendu ou pire. Je sais. C'est pourquoi je ne ferai rien sans votre accord. Mais si nous ne tentons rien, nous sommes déjà morts tous les deux, vous le savez. Il acquiesça lentement. Que voulez-vous que je fasse? Céleste avait tout prévu. Les archives de la plantation étaient conservées dans une pièce du rez-de-chaussée, près du bureau de sa mère. Elle ne pouvait pas y accéder sans risquer d'être vue, mais il y avait une autre possibilité. Certains documents, notamment les registres d'achat des esclaves, étaient également conservés dans l'entrepôt principal, où on les consultait lors des inventaires annuels. Samuel, en tant qu'esclave travaillant occasionnellement à divers endroits de la plantation, pouvait avoir accès à cet entrepôt avec une excuse plausible. « Je veux que vous trouviez votre registre d'achat », expliqua Céleste. « Je veux savoir exactement ce qui est écrit. Date, lieu, vendeur, toutes les informations. Ensuite, je chercherai dans les archives de la maison s'il existe des contradictions. » Samuel hocha la tête, mais son expression trahissait ses doutes. « Et si nous trouvons quelque chose, que se passera-t-il? Alors nous créerons une histoire. Une histoire selon laquelle vous auriez été né libre, que votre asservissement serait une erreur. Nous fabriquerons des preuves si nécessaire. Et nous irons devant un tribunal. Aucun tribunal ne croira un esclave contre une famille de planteurs. Ils le croiront si je témoigne. Si je dis que j'ai découvert la vérité, que j'ai trouvé des documents prouvant l'erreur, que ma conscience chrétienne m'oblige à réparer cette injustice, votre mère vous reniera. Elle pourrait même vous faire enfermer. Ma mère m'a déjà enfermé toute ma vie, qu'a-t-elle de plus à me faire? Le plan était audacieux, presque insensé, mais c'était le seul qu'ils avaient. Samuel accepta, non par conviction, mais parce qu'il ne supportait plus l'idée de voir Céleste souffrir, et parce qu'une part de lui, enfouie sous des années de résignation, osait encore espérer. Il fallut 3 semaines à Samuel pour trouver une occasion d'accéder au registre. Il dut feindre de réparer une étagère dans l'entrepôt, profitant d'un moment où le contremaître était occupé ailleurs. Il trouva le grand livre poussiéreux où étaient consignés les achats d'esclaves depuis 1830. Son nom apparaissait à la date du 12 mars 1843. L'écriture était serrée, presque illisible. Samuel Nègre, environ 13 ans, acheté aux enchères publiques de la Nouvelle-Orléans, provenance plantation Riverside, Mississippi, somme de $400, signé Édouard Beauregard. Il mémorisa chaque mot, chaque détail, puis quitta discrètement l'entrepôt. Le soir même, il transmit l'information à Céleste lors d'une de leurs rencontres nocturnes, qu'ils avaient commencé à organiser en prenant des risques de plus en plus grands. Céleste notait tout dans un petit carnet qu'elle gardait caché sous une latte descellée de sa chambre. Elle entreprit ensuite de fouiller les archives de la maison. C'était une tâche périlleuse car elle ne pouvait le faire que de nuit, lorsque tout le monde dormait. Elle descendait pieds nus, une bougie à la main, le cœur battant à chaque craquement du parquet. La pièce des archives était un chaos de dossiers empilés, de registres moisis, de lettres jaunies. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait servir leur plan. Au bout de plusieurs nuits de recherche, elle trouva une lettre datée de 1843, adressée à son père par un notaire de la Nouvelle-Orléans. La lettre mentionnait une vente aux enchères prévue pour le 10 mars, où seraient vendus des esclaves provenant de la plantation Riverside. Mais ce qui attira l'attention de Céleste fut une mention en marge, d'une écriture différente, probablement ajoutée plus tard. Vérifier acte de naissance Samuel, discordance avec déclaration vendeur. Son cœur s'emballa. Cette note pouvait tout signifier ou rien du tout. Mais c'était une faille, une ambiguïté qu'elle pouvait exploiter. Elle chercha frénétiquement d'autres documents liés à cette vente, mais ne trouva rien. Soit les papiers avaient été perdus, soit ils n'avaient jamais existé. Céleste prit alors une décision qui scellera le destin de tous les protagonistes de cette histoire. Elle allait fabriquer les preuves manquantes. Elle savait que c'était un crime. Falsifier des documents était passible de prison, voire pire. Mais elle était allée trop loin pour reculer. Elle avait dans sa chambre des feuilles de papier vieillies qu'elle utilisait pour sa correspondance, bien qu'elle n'eût personne à qui écrire. Elle avait également accès à l'encrier de Madame Villeneuve.
Elle passa les nuits suivantes à s'entraîner à imiter l'écriture de son père, qu'elle connaissait grâce aux quelques lettres qu'il avait écrites à sa mère et qu'elle avait trouvées dans les archives. Elle rédigea un document censé être un acte de naissance, daté de 1830, provenant d'une paroisse fictive du Mississippi, stipulant que Samuel était né libre de parents affranchis. Le document était volontairement imparfait, avec des taches d'encre, des pliures, pour paraître authentique. Elle créa également une lettre fictive d'un notaire aujourd'hui décédé, mentionnant des doutes sur la légalité de la vente de Samuel. Mais Céleste savait que ces documents, aussi bien faits soient-ils, ne suffiraient pas. Il lui fallait un levier plus puissant, quelque chose qui forcerait sa mère à coopérer, ou du moins à ne pas s'opposer trop violemment. Et elle savait exactement ce qu'elle allait utiliser. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à liker et à commenter ce que vous pensez qu'il s'est passé ensuite. Le pire est encore à venir. Un soir de février 1857, Céleste décida qu'il était temps d'affronter sa mère. Elle avait tout préparé, les faux documents cachés dans sa chambre, les arguments qu'elle répéterait dans sa tête depuis des semaines, et surtout, l'arme secrète qu'elle avait découverte par hasard quelques années auparavant, et qu'elle n'avait jamais osé utiliser. Lorsqu'elle avait 16 ans, Céleste avait entendu par inadvertance une conversation entre sa mère et Madame Villeneuve. Elle parlait à voix basse dans le bureau, croyant que Céleste dormait à l'étage. La jeune fille, insomniaque cette nuit-là, était descendue chercher un livre et s'était immobilisée en entendant prononcer le nom de son frère décédé. « Il faut que personne ne sache jamais », disait Margot d'une voix dure. « Si la vérité éclatait, nous serions ruinés. Céleste ne doit jamais savoir. » « Mais madame, » répondait Madame Villeneuve, « elle finira par se poser des questions. Elle ne saura rien. J'ai brûlé tous les documents. Le médecin est mort l'année dernière. Il ne reste que vous et moi. Et vous garderez le silence, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, madame. Mais cet enfant, la façon dont vous la traitez, je la traite comme elle mérite d'être traitée. C'est déjà une charité de ne pas l'avoir envoyée dans un couvent. » Céleste n'avait pas compris grand-chose à cette conversation énigmatique, mais elle avait senti que sa mère cachait quelque chose de grave lié à la mort de son frère. Au fil des années, elle avait reconstitué les pièces du puzzle en observant les réactions de Margot, ses colères inexplicables, ses regards chargés de haine. Elle en était arrivée à une conclusion terrible. Son frère n'était pas mort accidentellement, et sa mère était impliquée d'une manière ou d'une autre. Elle n'avait jamais eu de preuves concrètes, mais elle savait que Margot vivait dans la peur constante que ce secret soit révélé. C'était cette peur que Céleste allait exploiter. Elle demanda à voir sa mère un dimanche après-midi, prétextant vouloir discuter de son avenir. Margot, surprise par cette demande inhabituelle, accepta de la recevoir dans son bureau. Céleste entra, le dos droit, les mains jointes devant elle, affichant un calme qu'elle était loin de ressentir. « Que veux-tu » demanda Margot sèchement, ne levant même pas les yeux des registres qu'elle examinait. « Je veux vous parler de Samuel. » Margot leva enfin la tête, les sourcils froncés. « Qui ?»« L'esclave menuisier, le grand, celui qui travaille dans l'atelier près du jardin. »« Et alors ? Qu'a-t-il fait ? Il sera fouetté si... » « Il n'a rien fait, » coupa Céleste. « Mais j'ai découvert quelque chose, des documents dans les archives du père. Des documents qui prouvent que Samuel a été réduit en esclavage illégalement. Il est né libre. Son acte de naissance existe. Il y a eu une erreur lors de la vente. » Le visage de Margot se ferma complètement. « Tu divagues. Cet homme est ma propriété, achetée légalement. Non, mère. J'ai les preuves. Des lettres, des actes. Je peux les montrer à un tribunal. Je peux témoigner. » Margot se leva brusquement, contournant son bureau pour s'approcher de sa fille. « Tu n'oseras jamais. Tu sais ce qui t'arriverait si tu me trahissais ? Je sais. Mais je suis prête à prendre ce risque. À moins que vous acceptiez de la franchir. » « La franchir ? Es-tu devenue folle ? Jamais je ne... Alors, j'irai devant les autorités. Et je leur parlerai également de mon frère.
de la vraie raison de sa mort, de ce que vous avez fait. Le silence qui suivit fut glacial. Margot devint livide, ses mains se crispèrent sur le bord du bureau. « Tu ne sais rien » siffla-t-elle. « Je sais suffisamment. Suffisamment pour détruire votre réputation, pour faire ouvrir une enquête. Même si je n'ai pas toutes les preuves, le scandale seul suffirait à vous ruiner socialement. Vous seriez chassé de la bonne société de la Nouvelle-Orléans. Belmont serait entaché à jamais. » Margot leva la main pour gifler sa fille, mais Céleste ne broncha pas. « Frappez-moi si vous voulez. Cela ne changera rien. Affranchissez Samuel, ou je révèle tout. » La mère et la fille se défièrent du regard pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, Margot recula, les épaules affaissées. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix éteinte. « Pourquoi lui ?»« Parce que je l'aime. » Margot eut un rire amer. « Tu l'aimes, une fille de planteur amoureuse d'un esclave. Quelle ironie grotesque. Libérez-le. Puis laissez-nous partir. Nous quitterons la Louisiane. Vous ne nous reverrez jamais. Et si je refuse, alors nous nous détruirons toutes les deux. Mais au moins, j'aurai tenté de vivre. » Margot retourna s'asseoir derrière son bureau, les traits tirés. Elle resta silencieuse un long moment, puis dit « Il y a des procédures à suivre pour un affranchissement. Cela prendra du temps. Des semaines, peut-être des mois. Je peux attendre. Et tu veux que je te laisse partir avec lui après? Où iras-tu? Que feras-tu? Vous n'avez pas d'argent, pas de contact, pas de refuge. Nous trouverons. Ce n'est pas votre problème. » Margot hocha lentement la tête. « Très bien. Je vais commencer les démarches, mais je pose une condition. » « Laquelle? » « Qu'il épouse d'abord une femme de sa condition, qu'il soit marié légalement. Ensuite seulement je l'affranchirai. Ainsi, tu ne pourras jamais l'épouser toi-même. Vous pourrez vivre ensemble si vous le souhaitez, dans le péché. Mais tu ne seras jamais Madame Samuel, tu resteras une fille Beauregard déchue, exilée, reniée. C'est le prix de ta trahison. » Céleste sentit son sang se glacer. « C'est de la cruauté gratuite. C'est ma condition. Accepte ou notre accord n'existe pas. Je veux que Samuel soit libre, peu importe le reste. Alors nous sommes d'accord. » Margot ouvrit un tiroir et en sortit du papier et une plume. « Je vais rédiger une promesse d'affranchissement. Tu signeras également, attestant que tu renonces à toute prétention sur l'héritage de Belmont en échange de ma coopération. » Céleste signa sans hésiter. Elle ne voulait rien de Belmont, rien de cette famille maudite. Elle voulait seulement Samuel et une chance de recommencer ailleurs. Ce que Céleste ne savait pas, c'est que Margot n'avait aucune intention de tenir sa promesse. Dès que sa fille eut quitté le bureau, la matriarche de Belmont convoqua ses 3 contremaîtres. « Il y a un problème, » leur dit-elle. « Ma fille s'est éprise d'un des esclaves. Je veux que vous vous en débarrassiez, discrètement. Un accident. Noyade dans le bayou, chute d'un toit, n'importe quoi, mais faites-le rapidement. » Silas Carpenter, le contremaître roux, eut un sourire mauvais. « Lequel? »« Le grand. Samuel. Celui qui travaille au bois. Ce sera fait, madame. Mais les murs ont des oreilles. Une jeune esclave prénommée Rue, qui travaillait comme domestique dans la grande maison, avait entendu la conversation en époussetant le couloir. Elle connaissait Samuel, un homme qui l'avait aidé à plusieurs reprises lorsqu'elle était malade, partageant ses maigres rations avec elle. Elle ne pouvait pas le laisser mourir sans rien faire. Le soir même, elle se glissa jusqu'à la cabane de Samuel et lui rapporta ce qu'elle avait entendu. Samuel écouta en silence, le visage impassible, mais intérieurement, il sentait la panique monter. Il devait prévenir Céleste, il devait fuir immédiatement. Oublier le plan d'affranchissement légal, partir cette nuit même s'il le fallait. Il retrouva Céleste près du mur, à l'heure habituelle de leur rendez-vous clandestin. Quand il lui raconta ce que Rue avait entendu, Céleste pâlit. Elle a menti. Elle m'a menti en face. Elle ne vous laissera jamais faire. Nous devons partir. Maintenant. Non. Attendez. Céleste réfléchissait à toute vitesse. Si nous fuyons, nous serons traqués. Ma mère lancera tous les chasseurs d'esclaves de Louisiane à nos trousses. Vous serez tués, et moi ramené de force. Il nous faut une autre solution.
Laquelle? Céleste prit une profonde inspiration. Ce qu'elle s'apprêtait à dire était tellement audacieux, tellement scandaleux, qu'elle pouvait à peine croire qu'elle allait le prononcer. « Faites de moi votre femme. » Samuel la regarda abasourdi. « Quoi? Épousez-moi. Maintenant, ce soir, nous trouverons un prêtre, n'importe qui acceptant de célébrer un mariage clandestin. Une fois mariés, nous irons directement à la Nouvelle-Orléans, nous présenterons l'acte de mariage et les faux documents prouvant que vous êtes né libre. Ce sera un scandale énorme, mais un scandale public. Ma mère ne pourra pas vous faire tuer discrètement si tout le monde sait que vous êtes mon mari. Elle sera obligée de nous laisser partir pour éviter une humiliation encore plus grande. Aucun prêtre n'acceptera de nous marier. C'est illégal, un esclave ne peut pas épouser une blanche. Pas un prêtre catholique, non. Mais il existe des prédicateurs protestants dans les bayous, des hommes qui vivent en marge de la société, qui ne respectent pas toutes les lois. Il y en a un, je le sais, un certain révérend Josiah, qui vit dans une cabane près du marais de Cypress. On dit qu'il a marié des couples mixtes par le passé, des fugitifs, des proscrits. Il le fera pour nous si nous le payons. Avec quel argent? Céleste porta la main à son cou et détacha un collier qu'elle portait toujours, un bijou en or et perles que sa grand-mère lui avait légué. Avec ceci, c'est la seule chose de valeur que je possède. Samuel secoua la tête, déchiré. C'est trop dangereux. Si nous sommes pris, nous sommes déjà morts si nous ne faisons rien. Vous le savez, c'est notre seule chance. Il y eut un long silence. Puis Samuel tendit la main à travers le mur et caressa doucement la joue de Céleste. « Très bien, allons trouver ce révérend Josiah. » Ils partirent cette nuit même, profitant de l'obscurité et du fait que les contremaîtres dormaient après avoir bu, comme ils le faisaient souvent le samedi soir. Céleste avait volé un cheval dans les écuries, et ils chevauchèrent ensemble à travers les terres de Belmont, puis dans la forêt dense qui bordait les marécages. Samuel connaissait vaguement le chemin, car il avait été envoyé plusieurs fois couper du bois dans cette région. Le voyage fut cauchemardesque. La nuit était noire, sans lune, et les bruits du marais, les coassements, les clapotis, les cris d'animaux invisibles créaient une atmosphère oppressante. Céleste se cramponnait à Samuel, tremblant de froid et de peur, mais déterminé à aller jusqu'au bout. Ils trouvèrent la cabane du révérend Josiah peu avant l'aube. C'était une construction délabrée, à moitié enfoncée dans la boue, entourée d'arbres couverts de mousse. Une lumière vacillante brillait à travers les fentes des planches. Samuel frappa à la porte. Un homme ouvrit, un vieillard maigre au visage ravagé par l'alcool et la malaria, les yeux injectés de sang, vêtu de haillons qui avaient dû être un jour un habit ecclésiastique. Il les regarda avec méfiance. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » « Nous voulons que vous nous mariez, » dit Céleste d'une voix ferme. Le révérend Josiah les examina plus attentivement, remarquant les différences évidentes entre eux, la couleur de leur peau, leurs vêtements. Un sourire édenté apparut sur son visage. Un esclave et une blanche. Intéressant. Vous savez que c'est illégal. Nous le savons. Nous vous paierons. Céleste lui tendit le collier. Josiah prit le bijou, le soupesa, mordit les perles pour vérifier leur authenticité. Cela fera l'affaire. Entrez. L'intérieur de la cabane était encore plus sordide que l'extérieur. Une odeur de moisissure et d'alcool rance imprégnait l'air. Un lit défoncé occupait un coin, une table bancale un autre. Des bouteilles vides jonchaient le sol. « Vous avez des témoins ?» demanda Josiah. « Non, » répondit Samuel. « Pas grave. Dieu sera notre témoin, et moi aussi. » Il fouilla dans un coffre pourri et en sortit une Bible si usée que les pages se détachaient. « Bon, mettez-vous là, tenez-vous par la main. » Céleste et Samuel obéirent. Le révérend Josiah commença une cérémonie improvisée, marmonnant des versets bibliques qu'il semblait inventer au fur et à mesure, mêlant latin approximatif et anglais créole. À un moment, il s'interrompit pour boire une gorgée de whisky directement à la bouteille, puis reprit. « Samuel, prenez-vous Céleste pour épouse.
devant Dieu et devant moi, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, la voix de Samuel était grave et solennelle. Céleste, prenez-vous Samuel pour époux, devant Dieu et devant moi, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, la voix de Céleste tremblait d'émotion. Alors par le pouvoir qui m'est conféré par, peu importe qui, je vous déclare mari et femme, vous pouvez vous embrasser si vous voulez. Samuel et Céleste se tournèrent l'un vers l'autre. Leurs lèvres se rencontrèrent pour la première fois, un baiser doux et désespéré, chargé de tout ce qu'ils n'avaient jamais pu exprimer. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Vous avez un acte à nous donner ?» demanda Céleste. Josiah grogna et s'assit à la table pour rédiger maladroitement un document attestant du mariage. Son écriture était presque illisible, les lignes de travers, mais c'était un acte officiel, signé et daté. Il le leur tendit. « Maintenant partez, et ne revenez jamais ici. Je ne vous connais pas. » Ils repartirent immédiatement, le soleil commençant à se lever sur les marécages. Le plan était de se rendre directement à la Nouvelle-Orléans, de trouver un avocat, n'importe lequel acceptant de les représenter, et de rendre publique leur union. Mais le destin en décida autrement. Alors qu'ils traversaient une clairière à quelques kilomètres de Belmont, ils entendirent des aboiements, des chiens. Margot avait découvert leur fuite et lancé une battue. Samuel éperonna le cheval, mais l'animal, épuisé par le voyage nocturne, ne pouvait plus courir vite. Les aboiements se rapprochaient. « Descendez », ordonna Samuel. « Cachez-vous dans les fourrés. Je vais les attirer ailleurs. »« Non, nous restons ensemble. »« Céleste, ils ont des chiens et des fusils. Ils me tueront de toute façon. Mais vous, vous avez une chance. Cachez-vous. Attendez qu'ils soient partis. Puis allez à la Nouvelle-Orléans, montrez l'acte de mariage. Racontez notre histoire. Faites-la connaître. C'est la seule vengeance possible. Je ne vous laisserai pas. » Samuel descendit du cheval et la força à descendre également. Il la poussa vers les buissons. « Allez, maintenant. » Les larmes ruisselant sur son visage, Céleste obéit. Elle se cacha dans les fourrés denses, retenant son souffle, alors que Samuel remontait sur le cheval et repartait au galop dans la direction opposée. Les chasseurs apparurent quelques minutes plus tard. Silas Carpenter, Tobias Reed et 4 autres hommes, accompagnés de chiens de chasse. Ils virent Samuel sur le cheval et se lancèrent à sa poursuite avec des cris sauvages. Céleste resta cachée, tremblante, écoutant les bruits de la chasse qui s'éloignait. Puis, un coup de feu déchira le silence, puis un autre, puis plus rien. Elle attendit une éternité, ou peut-être quelques minutes, elle ne savait plus. Puis elle entendit les voix des hommes qui revenaient, riant, se félicitant mutuellement. Le nègre accourut comme un lièvre, mais il n'est pas allé loin. Madame Beauregard sera contente. Le problème est réglé. Qu'est-ce qu'on fait du corps? On le jette dans le marais. Les alligators s'en occuperont. Ils passèrent près de l'endroit où Céleste était cachée sans la voir, traînant derrière eux quelque chose enveloppé dans une toile. Elle vit du sang goutter sur le sol. Quand il fut reparti, Céleste sortit de sa cachette et courut dans la direction où Samuel avait été tué. Elle trouva l'endroit grâce aux traces de sang sur l'herbe. Il y en avait beaucoup, trop. Elle tomba à genoux, secouée de sanglots silencieux. Samuel était mort, mort pour elle. Mort parce qu'elle avait eu l'arrogance de croire qu'il pouvait défier un système entier, une société bâtie sur l'injustice et la cruauté. Mais au milieu de son désespoir, quelque chose en elle se durcit. Une résolution froide et implacable. Samuel lui avait dit d'aller à la Nouvelle-Orléans, de raconter leur histoire. Elle le ferait. Elle témoignerait. Elle ferait payer sa mère, les contremaîtres, tous ceux qui avaient participé à ce meurtre. Elle se releva, essuya ses larmes, et commença à marcher vers la ville, serrant l'acte de mariage contre sa poitrine. L'histoire de ce qui s'est passé ensuite est fragmentée, racontée à travers des bribes de témoignages, des articles de journaux jaunis,
Des rumeurs transmises de génération en génération dans les familles créoles de Louisiane. Céleste atteignit la Nouvelle-Orléans 3 jours plus tard, épuisée, affamée, à moitié folle de chagrin. Elle se présenta au bureau d'un avocat abolitionniste connu, maître Henri Dufresne, et lui raconta toute l'histoire. Elle lui montra l'acte de mariage du révérend Josiah, les faux documents qu'elle avait fabriqués concernant la naissance libre de Samuel, et témoigna du meurtre dont elle avait été témoin. Maître Dufresne, bien qu'initialement sceptique face à certains éléments du récit, fut ému par la sincérité évidente de Céleste et par l'horreur de ce qu'elle décrivait. Il accepta de porter l'affaire devant les autorités. Ce qui suivit fut un scandale retentissant. Les journaux de la Nouvelle-Orléans s'emparèrent de l'histoire. Une héritière épouse secrètement un esclave. Meurtre brutal dans une plantation de Louisiane. Une famille de planteurs accusés de crime. L'affaire divisa la société. Les abolitionnistes célébrèrent Céleste comme une héroïne courageuse. Une femme qui avait osé défier les conventions pour l'amour. Les planteurs et leurs sympathisants la dénoncèrent comme une traîtresse, une folle, une criminelle qui avait sali l'honneur de sa famille. Margot Beauregard nia farouchement toutes les accusations. Elle affirma que sa fille était dérangée mentalement, que Samuel avait kidnappé Céleste et tenté de s'enfuir avec elle, que les contremaîtres avaient agi en légitime défense lorsque l'esclave avait attaqué. Elle présenta des témoins, d'autres esclaves de Belmont qu'elle avait forcés à mentir sous peine de châtiment terrible. Le procès qui s'ensuivit dura 6 mois. Ce fut un des événements judiciaires les plus suivis de Louisiane en cette année 1857. Les tensions raciales et politiques de l'époque s'y concentrèrent. Finalement, le tribunal, composé principalement de propriétaires d'esclaves sympathisant avec Margot, déclara que le mariage entre Céleste et Samuel était illégal et donc nul. Les accusations de meurtre contre les contremaîtres furent abandonnées faute de preuves suffisantes. Les faux documents fabriqués par Céleste furent découverts et utilisés contre elle. Elle fut déclarée coupable de falsification et condamnée à être internée dans un asile psychiatrique. Margot avait gagné. Belmont était sauvé. Céleste était enfermée, cette fois légalement et définitivement. Mais il y avait un détail que personne ne connaissait encore, un détail qui allait tout changer. 3 mois après le procès, alors qu'elle était internée à l'asile de Charity à la Nouvelle-Orléans, Céleste accoucha d'un enfant, un garçon à la peau claire mais aux traits qui trahissait son héritage mixte. L'enfant fut immédiatement retiré à Céleste et placé dans un orphelinat. Mais maître Dufresne, qui n'avait jamais abandonné la cause de sa cliente, découvrit l'existence du bébé. Il engagea de nouvelles procédures, arguant que l'enfant, en tant que fils d'un homme potentiellement né libre, même si le mariage n'était pas reconnu, ne pouvait être réduit en esclavage. Ce second combat juridique dura encore 2 ans. Pendant ce temps, Céleste se détériorait dans l'asile. Les traitements de l'époque, bains glacés, saignées, isolement prolongé, détruisaient lentement son esprit. Elle ne parlait presque plus, passait ses journées à fixer le vide, serrant contre elle une poupée de chiffon qu'une infirmière compatissante lui avait donnée. En 1859, le tribunal rendit finalement un verdict concernant l'enfant. Dans une décision qui surprit tout le monde, il fut déclaré que le garçon, prénommé Étienne, était libre. La raison invoquée était ambiguë, basée sur une technicité juridique concernant le statut de sa mère au moment de sa naissance. Mais le résultat était là. Étienne ne serait pas esclave. Maître Dufresne prit l'enfant sous sa protection, l'éleva comme son propre fils. Étienne grandit sans jamais connaître sa mère, qui mourut en 1862 dans l'asile, officiellement de tuberculose, mais certains murmurèrent qu'elle s'était laissée mourir de chagrin. Margot Beauregard survécut à sa fille de quelques années. La plantation Belmont déclina rapidement après la guerre de sécession. L'abolition de l'esclavage en 1865 ruina définitivement l'exploitation. Margot mourut seule en 1868. Trouvée dans son lit par une ancienne esclave, devenue servante salariée.
On dit que son visage portait une expression de terreur, comme si elle avait vu quelque chose d'horrible dans ses derniers instants. Quant au corps de Samuel, il ne fut jamais retrouvé. Les recherches effectuées dans les marécages après le procès ne donnèrent rien. Certains dirent qu'il avait effectivement été dévoré par les alligators. D'autres murmurèrent des histoires plus étranges. Des esclaves de Belmont, devenus libres après la guerre, racontèrent que parfois, la nuit, ils voyaient une silhouette géante errer près des anciens bâtiments de la plantation. Que des bruits inexplicables venaient de l'atelier de menuiserie abandonné. Que les chiens refusaient de s'approcher de certaines zones du domaine. Mais ce n'étaient que des légendes, nées du traumatisme collectif et du besoin de donner un sens à l'injustice. La vérité, plus prosaïque et plus terrible, était que Samuel était mort ce matin de février, tué par des hommes qui ne voyaient en lui qu'une propriété rebelle. Que Céleste avait passé les dernières années de sa vie enfermée, brisée, ayant tout perdu. Que leur amour, aussi sincère fût-il, n'avait pas pu survivre au système brutal qui les écrasait. Étienne, leur fils, vécut jusqu'à 1923. Il devint un homme instruit, un professeur respecté, qui œuvra toute sa vie pour l'éducation des enfants noirs dans le Sud. Il ne parla jamais publiquement de l'histoire de ses parents, mais dans des lettres privées découvertes après sa mort, il écrivit « Mes parents ont tenté l'impossible. Ils ont cru que l'amour pouvait transcender les barrières de race et de conditions que la société avait érigées. Ils ont échoué comme devaient échouer tous ceux qui défient seuls un système entier. Mais leur échec n'était pas vain. Il a planté une graine. L'idée que ces barrières sont artificielles, qu'elles peuvent être contestées, qu'un jour peut-être, elles tomberont. C'est cet espoir que je porte en moi et que je transmets à ceux qui viendront après. Les archives du tribunal de la Nouvelle-Orléans conservent encore aujourd'hui les documents du procès. L'acte de mariage rédigé par le révérend Josiah y est catalogué. Une pièce étrange et dérangeante, témoignage d'un amour impossible et d'une tragédie annoncée. Quant aux bâtiments de la plantation Belmont, ils ont été détruits par un incendie en 1905. Sur le terrain, aujourd'hui recouvert de végétation sauvage, quelques fondations de pierre émergent encore çà et là, vestiges d'un passé que beaucoup préfèrent oublier. Mais ceux qui connaissent l'histoire de Céleste et Samuel, ceux qui ont lu les transcriptions du procès, ceux qui ont entendu les témoignages des descendants d'esclaves de Belmont, ne peuvent s'empêcher de se demander « Et si ?» Et si les choses s'étaient passées différemment? Et si Samuel n'avait pas été tué? Et si Céleste avait réussi à prouver la légitimité de leur union? Ce sont des questions sans réponse, des fantômes d'un futur qui n'a jamais existé. Mais elles hantent encore les bayous de Louisiane, murmurés par le vent dans les branches des cyprès, portés par les eaux sombres des marécages. Car au fond, l'histoire de Céleste et Samuel n'est pas seulement leur histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont aimé contre les lois, qui ont résisté contre l'injustice, qui ont choisi l'humanité plutôt que la conformité. Et dans ce sens, leur échec est aussi leur victoire. Ils ont prouvé que même dans le système le plus oppressif, l'amour et la dignité humaine peuvent survivre, ne serait-ce qu'un instant, comme une flamme dans l'obscurité, avant d'être éteinte. Et c'est peut-être cela, la véritable terreur de cette histoire. Pas les morts, pas les injustices, pas les tragédies personnelles, mais la réalisation que tout cela était légal, accepté, normalisé par la société de l'époque, que des êtres humains pouvaient être achetés et vendus, torturés et tués, sans que personne ne trouve cela anormal, que l'amour entre deux personnes pouvait être criminalisé simplement à cause de la couleur de leur peau. Cette terreur-là, la terreur du système de l'injustice institutionnalisée, est peut-être plus effrayante que n'importe quel fantôme ou monstre imaginaire, car elle était réelle, elle a existé, et ses échos résonnent encore aujourd'hui. Vous venez d'écouter l'une des histoires les plus troublantes et les plus tragiques de l'histoire de la Louisiane. Une histoire d'amour impossible, de courage, de trahison et d'injustice.
Une histoire qui nous rappelle les horreurs du passé et l'importance de ne jamais les oublier. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la, commentez ce que vous en pensez. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres récits oubliés qui méritent d'être racontés. Et posez-vous cette question. Si vous aviez été à la place de Céleste ou de Samuel, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu le courage de défier le monde entier pour ce que vous croyiez juste? L'histoire attend vos réponses.